Ça y est, je viens enfin de terminer les 7 saisons de la série Netflix Formula One. Je vais enfin pouvoir faire autre chose que passer mes soirées à regarder cette série que j'ai enchaînée de manière un peu compulsive et franchement à ma grande surprise. La Formule 1, c'est à première vue un sport qui me passionne pas, mais alors pas du tout. Et le fait de lancer le premier épisode de la série, c'est juste ma curiosité de marketeur qui m'a poussé à le faire. En fait, la F1, honnêtement, mais j'en entendais jamais parler. Et je sais pas pourquoi. Mais d'un coup, les gens autour de moi, ils ont commencé à en parler entre eux, des collègues, des potes, même certains qui me disent du jour au lendemain « Bah écoute, le week-end prochain, je vais au fin fond de l'Autriche pour aller voir le Grand Prix de F1. » Mais mec, t'as pas mieux à foutre que d'aller en Autriche pour passer tes journées assis face à une route à regarder passer des voitures devant toi? Et en plus, comme j'ai pas mal de stéréotypes, je vous avoue que je pensais que c'était juste les mecs qui s'intéressaient à ce genre de sport. Et à ma grande surprise, non, les filles aussi, elles sont maintenant fans de la F1. Du coup, je me suis demandé, mais comment j'ai pu passer au travers de ce truc qui se passe autour de la F1 et surtout, comment c'est passé du sport ringard, polluant, sexiste par excellence à l'un des trucs les plus en vogue au sein des jeunes générations. Salut tout le monde, vous êtes sur Rebel Market et dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de comprendre ensemble comment la F1 est devenue sans prévenir le sport à la mode que toutes les grandes marques s'arrachent. Avant d'entrer dans le sujet, un peu d'histoire pour comprendre rapidement la F1. Concrètement, les courses automobiles, ça existe depuis que les voitures existent. On pourrait d'ailleurs même remonter jusqu'à l'Antiquité avec les courses de chars ou de chevaux. Mais ça s'accélère vraiment à la toute fin du 19e siècle avec les progrès industriels qui permettent en quelque sorte de repousser les limites établies par la nature. Bon, on se détend parce qu'à l'époque, les records de vitesse, ils sont autour du 20 km/h. Donc pour nous, en 2025, c'est pas vraiment encore ce qu'on peut appeler du sport-spectacle. Bref, on est à la fin du 19e siècle où commence à naître une vraie industrie automobile avec l'arrivée de grands constructeurs. Entre les années 1890 et le début de la Première Guerre mondiale, c'est Renault, Peugeot, Ford, Alfa Romeo, Audi, Rolls, General Motors et d'autres qui naissent. Et bien sûr, les courses qui vont avec pour que chaque constructeur puisse montrer sa supériorité technique sur les autres. La guerre arrive et ça permet malheureusement un bond en avant en termes de progrès technique qui accélère encore la croissance de l'industrie. Pendant l'entre-deux-guerres arrivent encore de nouveaux constructeurs et l'industrialisation des productions s'intensifie. Et avec ça, toujours plus de courses, notamment les premiers 24 heures du Mans en 1923, et toujours plus de records de vitesse. En 1927, on atteint déjà les 322 km/h pour la Sunbeam et en 1939, 595 km/h pour la Thunderbolt. Bon, qui devait pas tourner de fou puisqu'elle avait 6 roues. Donc c'était un peu comme lancer une fusée en ligne droite sans pouvoir vraiment la contrôler ou l'arrêter. Et tout ça, ça nous amène après la Seconde Guerre mondiale et plus précisément en 1946, date à laquelle l'Association internationale des automobiles clubs reconnus, la AIACR, oui le marketing des mots avait encore peu d'importance en 1946, qui régissait les différentes courses automobiles dans le monde, devient d'un coup la FIA, la Fédération internationale de l'automobile, quand même plus simple. Et l'une des premières grandes mesures de cette nouvelle fédération, c'est d'harmoniser et codifier au max les règles des courses automobiles. C'est comme ça en fait qu'on a créé les catégories F1, F2, F3, selon les moteurs utilisés, les cylindres, et plein de trucs que je ne saurais pas expliquer, donc c'est pas la peine d'en dire plus. Les règles, elles sont donc posées. Et c'est en 1950 à Silverstone en Angleterre que prend place le premier Grand Prix de Formule 1. Le premier GP, il est remporté par l'Italien Alfa Romeo. Une victoire permise en partie par l'absence de l'autre italien, Ferrari, qui pour le coup avait pas trouvé le concept de F1 hyper intéressant et s'était dit que franchement c'était pas la peine de faire le déplacement. Mais bon, chez Ferrari, quand le lendemain les gars ils se sont rendus compte que tout le monde parlait de la F1 et d'Alfa Romeo, ils se sont dit merde, on aurait peut-être dû y aller. D'autant plus que déjà à l'époque, Ferrari c'était la première écurie dans le monde de l'automobile sportive. Donc double humiliation. Bon, après, ils se sont quand même bien rattrapés en étant le seul constructeur à avoir été présent à chacun des championnats qui ont suivi jusqu'à nos jours. Et aussi avec le record de victoire jusqu'à son apogée au début des années 2000 avec Schumacher. Bref, tout ça pour dire que dès ses débuts, la F1 marche plutôt bien. Alors il faut quand même quelques années pour que le championnat trouve ses marques et attire un max de constructeurs pour disputer les courses, mais disons que au milieu des années 50, c'est bon, la Formule 1 trouve la bonne formule. Et surtout, on rencontre son public qui devient de plus en plus large. Et c'est clairement pour ça que les constructeurs viennent en nombre pour concourir. Bah oui, parce que dans les années 50-60, pour faire de la pub et s'adresser à sa cible, ça se fait essentiellement dans les journaux et sur des affiches dans la rue.
La télé est pas encore là, ou alors dans très peu de foyers, donc s'adresser à la masse n'est pas du tout évident. Alors que dans le même temps, la masse, ou disons les classes moyennes occidentales, sont en train de considérablement s'enrichir et de pouvoir maintenant prétendre à un certain confort de vie, avec notamment l'électroménager, mais aussi la voiture. Pour vous donner une idée, entre les années 50 et le choc pétrolier de 74, le nombre de voitures dans le monde y triple. Et bien sûr, un aussi gros marché en essor, ça attise forcément la concurrence, avec tous les constructeurs qui se battent pour être la marque qui fait rêver et qui a la meilleure image. Et c'est là où remporter le plus dur et le plus exigeant des championnats, ça revient un peu à montrer qu'on est le plus inventif, le plus rapide et le plus solide. Et en plus, on est relayé dans tous les journaux de l'époque, donc pub gratuite de masse. Et donc, on fait des ventes de voitures. Parce que la F1, avant d'être un sport ou du spectacle, c'est surtout du business. Je vais pas rentrer dans le détail de tous les progrès techniques que font les constructeurs automobiles entre les années 50 et 80, mais en résumé, c'est quand même ce qui a permis à la F1 de devenir petit à petit un sport spectacle pour les classes moyennes et aisées occidentales, avec son lot de records, de sensations fortes et de drames. Mais au-delà des progrès de l'automobile, c'est surtout ceux de l'audiovisuel qui ont fait de la F1 un sport populaire. En fait, ça commence dans les années 60, où les résultats des courses commencent à être peu à peu commentés à la radio et un peu à la télé, mais sans image de retransmission des courses. Alors après, dans les années 60, la télé c'est pas encore le must pour faire parler de la F1. Par exemple en France, on est encore à l'époque de l'ORTF, sous le général de Gaulle, avec 2 chaînes, et la télé qui fait tout juste ses débuts en couleur. Et voici la couleur, au jour fixé et à l'heure dite. Donc pas de retransmission de la F1 en direct, et la plupart des gens découvrent en fait les résultats le lendemain aux infos ou dans leur journal. On reste donc quand même sur un sport de niche où les courses restent réservées à un public de gros fans prêts à faire des centaines de kilomètres, ou à des riches qui viennent rencontrer d'autres riches lors des championnats. Puis la télévision change. Déjà, de plus en plus de foyers en France, mais aussi dans le monde, s'équipent d'un téléviseur. Et avec la démocratisation dans les foyers, les États occidentaux lâchent peu à peu leur emprise sur la télé et libéralisent petit à petit l'audiovisuel qui voit naître de nouvelles chaînes, mais aussi une logique plus économique avec les premières publicités et la course à l'audience que ça engendre. Pourtant, en France, il faut attendre 1975 pour voir pour la première fois la F1 à la télé, sur TF1 avec l'émission Automoto. Et à ce moment, on parle même pas de retransmission directe ou en différé de GP, mais juste des reportages et des portraits autour des pilotes. Et même si ça paraît pas grand chose, ce petit pas il est quand même hyper important pour la F1. Le fait de parler des pilotes, de leurs performances, de leur guéguerre entre eux pour savoir qui sera le premier et ainsi de suite, ça permet de créer un storytelling et d'humaniser le sport et donc de tenir le public en haleine. Et évidemment, en comprenant l'aspect sensationnel et surtout visuel de la F1 et en voyant le public toujours plus nombreux, la télé se met à retransmettre petit à petit les courses en direct ou en différé. Et c'est donc dans les années 80 que le championnat devient un énorme vecteur de business. D'abord, pour les constructeurs automobiles qui voient bien sûr la possibilité de montrer leurs performances et leurs marques à un public de plus en plus large. La concurrence, elle explose entre les différentes écuries pour intégrer une compétition qui n'en accepte que 10 maximum par saison et où les barrières à l'entrée en termes de coûts financiers deviennent de plus en plus élevées. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, les écuries, elles ont des budgets annuels entre 150 et 600 millions de dollars. C'est donc l'argent qui devient le nerf de la guerre en F1. Mais heureusement, les sponsors affluent pour aider les constructeurs à financer leurs écuries. Marques de cigarettes, alcool, pétrolier, grande consommation, mode, tout le monde veut voir son logo sur une Formule 1 et si possible, la gagnante. Fait un peu marquant, Benetton, la marque de fringues star des années 80-90 qui a aucun rapport avec le sport automobile, va même jusqu'à avoir sa propre écurie. Et dites-vous bien qu'ils vont gagner 2 fois le championnat en 94 et 95 avec Schumacher. Mais le business, c'est aussi pour les chaînes télé. En France, dans les années 90, chaque course de F1 réunit des millions de téléspectateurs. Donc la chaîne de télé qui réussit à avoir les droits de diffusion remporte le pactole avec les revenus publicitaires qui suivent. Et si on remonte la chaîne jusqu'en haut, des droits de diffusion d'un sport regardé par des millions de personnes dans le monde, ça coûte très cher. Et celui qui détient ces droits, c'est un peu le roi de tout l'écosystème de la F1. Et c'est là qu'entre en scène Bernie Ecclestone. Bernie Ecclestone, vous allez le voir, c'est pas le mec sympa de l'histoire, mais on est clairement obligé d'en parler, vu l'influence qu'il a eu sur le monde de la F1 et sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la stratégie marketing du sport pendant quand même 40 ans. Je résume vite, mais en gros Bernie au départ, c'est un pilote automobile sans grand talent qui comprend assez vite qu'il vaut mieux qu'il se trouve une nouvelle orientation de carrière. Alors il reste quand même passionné de Formule 1, du coup il se réoriente en tant que manager du pilote Stuart Lewis Evans, qui malheureusement décède lors d'un Grand Prix en 1958. Alors vous l'imaginez
film il est bien, ça lui met un petit coup au moral et il décide de s'éloigner pendant un temps des sports automobiles. Et du coup, il part faire fortune dans l'immobilier et revient seulement 10 ans après dans la F1 au sein de l'écurie britannique Brabham. Il est à nouveau manager de pilote, puis directeur de l'écurie, et il finit même par la racheter en 1971. C'est à ce moment que son influence a grandi fortement au sein de la F1. En 1974, il parvient à créer la FOCA, la Formula One Constructor Association, qui regroupe en fait tous les constructeurs participant à la F1. En gros, l'objectif de Bernie, c'est de petit à petit prendre le pouvoir sur la Formule 1, qui est pour le moment dans les mains de la FIA, la Fédération Internationale de l'Automobile, qui organise les championnats et surtout possède les droits télé et commerciaux, et donc récupère tous les revenus juste pour elle. Dès la création de la FOCA, Bernie menace la FIA de retirer de la compétition tous les constructeurs si elle leur reverse pas équitablement une part des revenus générés. Face à la pression, la fédération finit par ployer le genou devant Bernie si elle veut pas voir sa compétition très lucrative disparaître faute de participants. Là, c'est la première bataille remportée par Bernie pour le contrôle de la F1, mais il en est qu'à la moitié du chemin. En 1981, il va revenir à la charge, encore plus influent, et il obtient de la fédération qu'elle lui cède les droits télévisuels de la F1 qui seront maintenant gérés par la FOCA. Et on se rappelle, les années 80, c'est le moment où la F1 fait réellement son apparition sur le petit écran, avec les pubs, le sponsoring, l'argent et le sport spectacle de masse. Et ça, c'est clairement grâce à la vision que Bernie a apportée et au fait qu'il avait compris à quel point la Formule 1 pouvait être un produit hyper télévisuel et très rentable grâce à la pub. Il va d'ailleurs même jusqu'à investir son propre argent dans les équipements pour capter et diffuser les courses à la télé et amener la F1 dans tous les foyers du monde équipés d'un téléviseur. Et ça, c'était juste les droits télé. On s'arrête pas là puisqu'en 1987, il se fait élire vice-président de la fédération et en 1991, il fait élire son associé Max Mosley comme président tout court. Et comme par hasard, la même année, la FIA, après lui avoir cédé les droits télévisuels, elle cède à Bernie les droits commerciaux. Donc, les revenus des publicités directement sur les circuits, les stands promotionnels, les places des spectateurs et j'en passe. En moins de 20 ans, il a réussi à prendre le contrôle des droits télé, des droits commerciaux, mais même de l'organisation des championnats, de l'établissement des règles, de la compétition, et ainsi de suite. Franchement, le gars, même s'il devait faire un peu peur à tout le monde et devait faire penser à un gros mafieux, c'est quand même un bout. Il pousse d'ailleurs le truc jusqu'au bout en obtenant de la fédération le prolongement des droits commerciaux à son profit, pour la durée modeste de 100 ans. Voilà. On arrive dans les années 2000, Bernie, il est donc à la tête d'un gigantesque empire sportif. En 2009, les revenus de la F1, c'était 1,25 milliard de dollars, dont plus de la moitié de ses revenus directement pour Bernie, passé de millionnaire à milliardaire. Tout va bien dans le meilleur des mondes, de la Formule 1, les audiences sont au top avec un public de plus en plus large, des courses toujours plus spectaculaires avec leur lot de records et de drames, et pourtant, vous allez voir, tout ce qu'a construit Bernie va commencer à fortement s'effriter. Et pour le coup, notre génie des affaires et du marketing va être un peu responsable de la chute de son propre sport. Le début de la chute de popularité de la F1, il n'est pas évident à dater précisément. Mais il faut surtout retenir qu'entre 2008 et 2017, la F1 passe de 600 millions de téléspectateurs dans le monde à 350 millions. On parle donc d'une audience presque divisée par deux en moins de 10 ans. La chute, elle est violente et c'est valable dans tous les pays où la F1 est diffusée. L'impact, il est pour la Formule 1 elle-même et Bernie Ecclestone, son patron, mais aussi pour tous les acteurs économiques qui gravitent autour. Les écuries des constructeurs, les sponsors et les chaînes de télé qui payent des droits de diffusion à Bernie. En France, en 2012, pour TF1, diffuser la Formule 1, c'est même plus rentable. La chaîne, elle perd de l'argent à chaque course. D'ailleurs, elle finit par céder ses droits à Canal+ l'année d'après. Mauvaise décision puisque TF1 va le regretter ensuite, mais on verra ça plus tard. Et définir les causes de cette chute soudaine de popularité, c'est pas simple non plus. J'ai fait pas mal de recherches et d'un côté certains disent que c'est dû au fait que justement la F1 soit devenue un sport trop mainstream, d'autres que c'est dû au manque de suspense avec toujours les mêmes champions chaque année. Schumacher sur toute la première partie des années 2000 et ensuite Vettel et Hamilton qui concentrent à eux 3 14 victoires sur 17 entre 2000 et 2017. Ces raisons, elles sont sûrement bonnes et c'est pas moi un novice de la F1 qui vais les contredire. Mais d'un point de vue plus économique et marketing, on peut noter d'autres causes très profondes. Et la première, c'est la crise des subprimes de 2008. L'impact de cette crise sur le secteur de l'automobile, il est énorme avec des ventes de véhicules neufs en recul de 10% dans le monde
entre 2007 et 2009. C'est l'époque où on voit des énormes faillites de constructeurs auto comme Chrysler ou General Motors aux États-Unis. Et dans un contexte économique aussi compliqué pour l'industrie, clairement investir chaque année des millions pour faire mumu sur des circuits entre copains, c'est plus vraiment une priorité. D'autant plus que ça fait déjà quelques années que la F1 commence à lasser le public et les sponsors des écuries sont de moins en moins nombreux à toquer à la porte pour financer tout ça. Du coup, baisse des budgets alloués aux écuries. Entre 2008 et 2019, moins 10% pour McLaren, Renault et Ferrari, et un peu plus de moins 30% pour BMW et Toyota. Tandis que certains comme Honda se résignent même à quitter la compétition. On en arrive à un point où pour remplir ses courses, Bernie doit maintenant laisser des équipes de sous-division intégrer la F1. L'autre cause de la chute de la F1, elle vient du public lui-même. Alors oui, il y a une désaffection et un lassement du fait d'un suspense en baisse quand les gagnants sont les mêmes année après année, mais surtout, le public de la Formule 1, en fait, il est vieux. On le rappelle, l'âge d'or de ce sport, c'est les années 60, 70 et 80. Les vrais fans de toujours, ils ont été jeunes, oui, mais dans ces années-là. Dans les années 2010, ils sont ou vieux, ou très vieux, ou alors carrément morts. Et donc forcément moins enclin qu'à l'époque à dépenser de l'argent pour aller voir à l'autre bout de la France ou de l'Europe une course. En fait, la F1 pour ce public, concrètement, ça se résume maintenant à un dimanche après-midi chez soi devant la télé quand c'est pas le Tour de France qui passe. D'ailleurs, même les prix pour assister à une course en gradin ou en VIP doivent être revus à la baisse. Les sponsors fuient les circuits et même les promoteurs qui organisent les courses dans les différents pays commencent pour certains à se retirer du business faute de public pour payer des places. Et oui, parce que la Formule 1 de Bernie Ecclestone, elle a complètement oublié de se renouveler. On peut difficilement lui en vouloir puisque l'homme qui la dirige depuis 40 ans, il a 78 ans en 2009. Et même si loin de moi l'idée de vouloir faire de l'agisme, il faut quand même bien avouer qu'à cet âge-là, c'est pas évident de se connecter avec les nouvelles générations. Et encore moins quand on refuse d'écouter les conseils des autres, ce qui est clairement le cas de Bernie. Le gars, il a une vision très claire de ce que doit être la Formule 1 et un avis très tranché sur les jeunes générations. Voici d'ailleurs une de ses phrases mythiques de 2014. Et je ne comprends pas pourquoi les gens veulent atteindre la jeune génération. Pourquoi faire ça? Pour leur vendre quelque chose? La plupart de ces jeunes n'ont pas d'argent. Je ne suis pas intéressé par les tweets, Facebook ou par ces autres sottises. Je préfère clairement atteindre un homme riche de 70 ans. Et c'est pas fini puisqu'il complète sa pensée visionnaire avec « Les jeunes verront la marque Rolex, mais iront-ils en acheter une? Ils n'en ont pas les moyens. Il est donc inutile d'essayer d'atteindre ces enfants car ils n'achèteront aucun des produits proposés ici. Si les spécialistes du marketing visent ce public, ils devraient peut-être faire de la publicité auprès de Disney. » À cette date, c'est acté, la Formule 1, c'est un sport du passé, dirigé par un homme du passé, et qui s'adresse exclusivement à des vieux bonhommes riches qui collectionnent des Rolex. Et à cela, on rajoute un manque total de transparence et de proximité avec les téléspectateurs qui, à la télé, ont seulement accès au circuit durant les courses et aux interviews des pilotes ou des directeurs d'écurie avant et après les compètes. Aucun accès au paddock. Pour ceux qui savent pas ce que c'est que le paddock, c'est en gros les stands des écuries avec tous les mécaniciens et les équipes techniques qui réparent, préparent, guident les voitures et les pilotes à chaque instant. Bref, tous les backstage de la F1 sont inaccessibles, ce qui est profondément frustrant pour les jeunes qui sont plutôt dans une recherche d'authenticité dans ce qu'ils regardent en termes de contenu. Et la distance, elle est encore plus marquée quand on ne peut même pas soi-même dans son quotidien pratiquer le sport en question parce que les barrières à l'entrée sont bien trop élevées pour la majorité. Et je parlerai même pas du fait que ce sport est par nature en totale inadéquation avec les valeurs à la mode de notre époque. La F1, ça pollue et c'est perçu comme misogyne. Les pilotes, c'est que des hommes, les mécanos, c'est que des hommes et les dirigeants d'écurie, que des hommes. Bon, je mens un peu, en vrai, il y a quand même quelques femmes. Les grid girls. Vous savez, les nanas à moitié à poil pour lancer le départ des courses, ou pour donner aux vainqueurs leur trophée avec une bouteille de champagne qui leur sera explosée à la figure 2 secondes après. Très élégant. Donc en 2017, la F1, elle est au plus mal. La moitié de son audience des années 2000 a zappé sur un autre sport, ou alors elle est tout simplement morte. Et son dirigeant, Bernie, il est clairement à la ramasse. Et même si l'économie va mieux qu'en 2008, les constructeurs et les sponsors se demandent encore quel est l'intérêt d'investir dans un sport aussi coûteux et vieillissant. Mais heureusement, comme dans les années 80 où Bernie avait su faire décoller la F1 grâce à une stratégie médiatique puissante, en 2017, c'est encore une fois le marketing qui va venir à la rescousse de la Formule 1. Le mardi 17 janvier 2017, un groupe de médias américains appelé Liberty Media rachète la Formule 1 pour un montant de 8 milliards de dollars. Et il rachète la F1 dans son entièreté, genre tout le business. La marque, la franchise, les droits télé, les droits commerciaux et ainsi de suite. En gros, si on résume, il n'y a que les écuries qui vont rester la propriété des constructeurs automobiles. On parle là d'un rachat historique dans le monde du sport. Parce que racheter une franchise aussi grosse que la F1, c'est un peu comme racheter la FIFA, les JO ou la NBA. Et même si en 2017, la F1 elle a perdu la moitié de son audience, c'est quand même encore 2 milliards de chiffre d'affaires annuel.
Donc c'est quand même pas rien. Et dès le rachat, le groupe Liberty va très vite créer le changement au sein de l'organisation du sport. Quelques jours après le rachat, Bernie Ecclestone, qui avait dirigé la F1 pendant 40 ans, est tout simplement licencié. Alors il reste quand même président d'honneur pour la forme et en souvenir de sa contribution non négligeable, mais concrètement il est mis hors jeu. Et il lui faut donc un remplaçant. Liberty Media place donc à la tête de la F1 Chase Carey, qui n'a pas particulièrement d'expérience dans les sports automobiles, mais c'est pas du tout ce que cherche Liberty. Chase, ce qu'il connaît parfaitement, c'est les médias. Il a fait le gros de sa carrière dans l'audiovisuel et il a une mission, vous allez le voir, bien précise. En fait, si Liberty Media a d'un coup décidé de racheter une franchise sportive, c'est parce qu'elle a su déceler le potentiel très élevé de la Formule 1. Je l'ai dit à un paquet de reprises, la F1 c'est du spectacle, des personnalités, des drames, parfois des morts, et des enjeux qui vont souvent au-delà même de qui gagnera la course. Donc, Liberty comprend très vite que l'essence même de ce qui fait l'entertainment à l'américaine et qui passionne en général les foules est complètement réunie dans la Formule 1. Il faut juste faire en sorte que le public s'en rende compte par lui-même. Du coup, la mission de Chase et de sa nouvelle équipe, c'est, je cite, repositionner un sport mondial comme une marque de divertissement et de médias. Liberty met donc les grands moyens en créant deux nouveaux départements au sein de la Formula One Group, qui a remplacé l'ancienne FOCA de Bernie. Sont donc créés un département recherche et un autre marketing qui sera en charge de repositionner la Formule 1 dans l'esprit des gens. Alors, repositionner une marque ou une franchise comme la Formule 1, c'est pas la mission la plus simple du monde pour un marketeur. Changer la perception qu'ont les gens d'un sport vieux de 70 ans, ça se fait pas en claquant des doigts et ça se réfléchit sur le long terme. Et surtout, il faut savoir pourquoi on le fait. Au-delà de faire de la F1 une marque de divertissement et de médias, l'objectif derrière tout ça pour Liberty, c'est surtout d'aller à la conquête d'un nouveau public. Le public qui n'a pas grandi en regardant la Formule 1 et qui par défaut en a une image démodée, sexiste, excluante et prétentieuse. Bref, tout ce qu'on s'est dit un peu plus tôt sur le rapport de la F1 et de son ancien dirigeant aux jeunes générations. Et vouloir renouveler son audience et la rajeunir, en fait, c'est un peu préparer l'avenir. Concrètement, aucune marque ne peut survivre sur le long terme en conservant toujours la même clientèle. Donc là, c'est un peu la pérennité de la F1 qui est en jeu. Et avec ce cas pratique grandeur nature, vous allez vite comprendre qu'un service marketing, ça sert quand même à quelque chose dans une entreprise. Mais on verra ça ensemble dans la deuxième partie de cette vidéo. Je préfère honnêtement couper en deux parce que le montage, c'est un peu long, croyez-moi, et que je veux pas faire des vidéos trop longues. Du coup, pour ceux qui voient cette vidéo au moment de sa sortie, désolé, mais vous allez malheureusement devoir attendre une semaine, donc abonnez-vous tout de suite à la chaîne pour être sûr de pas louper la seconde partie dès sa sortie. Et puis pour ceux qui arriveront après, allez-y, la partie 2 elle est dispo pour savoir comment Liberty Media a réussi à refaire de la Formule 1 le sport dont tout le monde parle.